Nicole Kathleen, bonjour. Bonjour. On est ravi de vous accueillir pour ce petit entretien sur l'histoire de la pédopsychiatrie. Alors, vous êtes pédopsychiatre et puis vous êtes une référence dans le domaine puisque vous avez écrit un livre, L'enfant et la médecine, une histoire de la pédopsychiatrie. Donc, c'est la référence en français qui est parue en 2021. Je le recommande chaleureusement. Alors, en termes d'histoire, dans la médecine occidentale, on parle souvent d'Hippocrate, et dans les corpus hippocratiques, ben, il n'y a rien sur la pédopsychiatrie, ou à peu près rien. De votre point de vue, quand commence vraiment à arriver une pédopsychiatrie digne de ce nom? Alors en France, on cite souvent Georges Hyères comme étant le fondateur vraiment de la pédopsychiatrie et la date du 14 juin 1925 qui est l'ouverture D'accord. de la première clinique de neuropsychiatrie infantile rue de Vaugirard à Paris. C'est Georges Hyères qui a eu l'idée au fond de cette nouvelle discipline qu'il séparait bien de la sociologie et de la psychologie et de l'anthropologie. Il voulait vraiment que ça reste une discipline médicale alliée à la psychiatrie adulte avec les spécificités de l'enfance. D'accord. Alors, discipline médicale, mais à la même époque, bien sûr, les médicaments pour traiter les problèmes psychiatriques étaient limités à leur plus simple expression. Et par contre, en 1925, il y avait de la psychanalyse. Et souvent, donc, on présente des rapports étroits entre psychanalyse et pédopsychiatrie. Comment ça s'est passé? Alors en fait, la psychanalyse, elle arrive en France en 1925. Elle a été importée, pourrait-on dire, par deux grands noms. René Laforgue, qui était un psychiatre pour adultes alsacien, et Ernest Pichon, qui était un pédiatre. Ils étaient germanophones tous les deux et ce sont eux qui ont traduit les premiers articles. Ils en ont parlé à Henriet, qui était le grand psychiatre adulte de l'époque et qui a accepté bien volontiers. C'était un homme extrêmement ouvert qui s'intéressait à tous les courants nouveaux et qui a donc accueilli cette psychanalyse. Et Euyer lui-même a été intéressé par la psychanalyse, mais il a eu une lecture, j'allais dire, un peu complémentaire de cette discipline. Il a d'ailleurs incité la plupart de ses, et même tous ses collaborateurs à devenir psychanalystes parce qu'il y voyait en fait quelque chose une psychologie d'appoint. Il disait au fond, l'idée quand même de la pédopsychiatrie, c'est la tare. Il restait en cela un homme du 19e siècle. C'était vraiment la tare, la dégénérescence qui était à l'origine de l'arriération, de la délinquance, de tous les troubles mentaux des enfants. Mais il voyait dans la psychanalyse le fait que ça allait influer sur l'environnement, parce qu'il disait l'environnement a quand même un rôle à jouer, il peut aggraver ou améliorer quand même cette tare au départ. Et donc, il pensait que la psychanalyse, prenant en compte tous les complexes que l'enfant pouvait développer, était une psychologie médicale d'appoint. Et il ne s'est pas rendu compte, en effet, qu'elle allait progressivement remplacer toute cette conception sur l'hérédité et qu'ensuite, évidemment, elle est devenue même centrale dans la pédopsychiatrie pendant de très nombreuses années. Voilà. Alors après, on a la Seconde Guerre mondiale, qui est quand même un jalon important dans le XXe siècle pour tout un tas de raisons. Et il se passe des choses pendant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale qui vont être très structurantes, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Après la Seconde Guerre mondiale, d'abord, alors, sur le plan théorique, on a abandonné carrément l'idée de cette dégénérescence et on considère en effet les troubles mentaux des enfants. On sait qu'ils peuvent avoir des troubles mentaux qui ne sont pas liés à l'hérédité, mais qui peuvent être liés au développement, à l'environnement, etc. Et donc, on est plutôt parti sur l'idée de soins, donc de structures ambulatoires, non plus d'établissements fermés comme c'était le cas auparavant, où on rééduquait les enfants, où on les redressait. Donc là, on part plutôt sur des soins et il y a de nombreuses structures qui se développent. C'est aussi le cas pour les adultes qui ont été les premiers à faire une politique de secteur en 1960. Et ça sera le cas pour les enfants, en particulier à partir de 1972. Et là, il y a des grands noms qu'il faut citer, c'est Roger Misès, Serge Lebovici, René Djatkin, qui vont donc commencer à faire ce genre de centre ambulatoire. Le premier, c'est bien sûr l'Association de la santé mentale du 13e arrondissement, qui va servir de modèle pour construire ensuite les futurs CMP. Et également les CMPP, qui donc existent déjà depuis juste l'immédiate après-guerre, 1946 à Paris.
c'est ça. avec le centre Claude Bernard et puis Claparède, et qui vont servir un peu de modèle pour installer justement des consultations, des soins aux enfants, et non plus l'enfermement, la rééducation et le redressement de ces enfants qui risquaient de nuire à la société. C'est ça. Alors, donc les CMPP arrivent avant les CMP, et les Oui. CMP, donc c'est la sectorisation, et ça, c'est une révolution dans l'organisation de la pédopsychiatrie qui d'ailleurs, qui persiste aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est une vraie révolution. Et ce qui a été très révolutionnaire, et là, je crois qu'il faut vraiment saluer l'esprit visionnaire de Roger Misès, c'est qu'il s'est dit que pour développer une pédopsychiatrie sur la totalité du territoire, il fallait déjà former les gens. Et il a proposé une formation, ces fameuses journées de perfectionnement auxquelles nous sommes très nombreux, nous, les pédopsychiatres de ma génération, donc les pédopsychiatres du baby-boom, à avoir été formés. Il a proposé dès mai 68, qui était une date un peu particulière, il a proposé dès cette période-là, donc des journées de perfectionnement aux psychiatres d'adultes pour qu'ils deviennent des pédopsychiatres. Et ensuite, la sectorisation s'est fait quand même 5 ans après. Donc, il y avait déjà pas mal de psychiatres d'adultes qui étaient sensibilisés à la pédopsychiatrie. Et quand on a ouvert, au fond, la possibilité de créer ces secteurs et ces CMP, eh bien, il y avait déjà des gens formés. Et donc ça, c'était malin quand même d'avoir fait les choses dans le bon ordre. D'habitude, on crée les structures et on forme les gens après. Là, pour une fois, on avait fait l'inverse et je crois que là, c'est vraiment tout l'esprit visionnaire de Roger Misès qu'il faut souligner. Tout à fait. Et puis alors, une nouvelle étape, c'est à la fin du XXe siècle, l'arrivée des neurosciences à l'échelon mondial, qui va être là aussi une nouvelle révolution. Oui, tout à fait. Alors, elle a un peu coupé l'herbe sous le pied de la psychanalyse qui commençait à s'installer dans le secteur et qui se répandait. On va dire que là, vraiment, l'hégémonie de la psychanalyse, ça a été dans les années de 70 jusqu'à la fin des années 80. À partir Mm. de 90, ça a commencé à vaciller. Donc, il y a eu vraiment 20 à 25 ans, j'allais dire, d'hégémonie de la psychanalyse. Et puis, les progrès technologiques, en particulier les IRM fonctionnels, ont permis de voir vraiment comment fonctionnait le cerveau. Et il y a eu donc tout un élan autour des neurosciences qui sont apparues et qui ont commencé à battre en brèche, au fond, cette idée du tout psycho-affectif, du tout relationnel, en disant, mais finalement, il y a peut-être quand même quelque chose au niveau des connexions cérébrales. Et c'est assez amusant de constater que, alors ça, c'est avec bien sûr une autre lecture, hein, c'est pas une lecture sociale d'exclusion, mais c'est avec une lecture au contraire d'inclusion, puisque les neurosciences maintenant ont abouti à la notion du handicap, à l'école inclusive, à une société inclusive. Mais c'est amusant de voir que cette idée de l'organogénèse finalement revient comme au début du temps de hier, qui pensait que tout était lié à la tare et à l'endogénéicité des troubles. Mm. C'est amusant de voir au fond que bien dans nos recherches, on hésite toujours entre la psychogénèse, l'organogénèse. Peut-être que notre 21e siècle va être raisonnable et considérer que les deux sont intimement liés et qu'il ne faut pas s'opposer, mais au contraire collaborer, travailler ensemble pour en effet une meilleure compréhension de l'être humain, qui reste un être extrêmement complexe, quoi qu'il en soit. Eh bien, c'est une superbe conclusion. Donc, merci beaucoup. Et puis, je rappelle le titre de ce livre, L'enfant et la médecine, une histoire de la pédopsychiatrie, chez l'Harmattan en 2021, pour en savoir plus. Merci, Nicole. À bientôt. Merci, au revoir.